Nous voici donc à notre seconde leçon qui va s'occuper de certaines opérations que l'on peut définir sur les parties d'un ensemble donné. Auparavant, je voudrais rappeler qu'il existe un document d'accompagnement pour cette série d'émissions que l'on peut se procurer comme il a été indiqué à la première leçon. Je rappelle que dans notre première leçon, nous n'avons pas fait grand-chose, nous avons parlé de la notion d'ensemble, sans toutefois la définir d'une façon entièrement rigoureuse, et nous avons défini ce qu'il faut entendre par partie ou sous-ensemble d'un ensemble donné. Prenons donc un ensemble grand E et une partie A d'un tel ensemble, ce que nous avons noté en nous servant de ce signe qui représente la relation d'inclusion A est une partie de E. Nous avons aussi considéré l'ensemble de toutes les parties de E que nous avons notées P de E. Et par conséquent, j'ai une seconde façon d'écrire que grand A est une partie de E en écrivant que grand A appartient à P de E. Si on comprend parfaitement ces deux choses qui viennent d'être écrites, eh bien, on comprend la leçon qui a été faite la dernière fois. Évidemment, c'est très abstrait, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ce qu'était l'ensemble E, ni ce qu'était l'ensemble grand A. Mais justement, il faut s'habituer à ce genre d'abstraction. Ce qui nous intéresse, c'est un ensemble E donné, mais à part cela quelconque, et une partie, elle aussi quelconque, d'un tel ensemble. Cependant, pour aider un peu notre imagination, on a dit la dernière fois qu'on pouvait donner une représentation symbolique, grossière, de ces notions, en considérant l'ensemble grand E comme représenté par des points situés à l'intérieur de ce contour 1, et la partie A de cet ensemble étant de même constituée, représentée par des points à l'intérieur de ce contour A. Si je prends la seconde interprétation, j'aurai à considérer l'ensemble des parties de 1, et alors ma partie grand A sera figurée par un point de cet ensemble des parties de E. Autrement dit, étant donné un élément X appartenant à E, nous avons une alternative qui est la suivante: ou bien cet élément X appartient à la partie A, ou bien cet élément X n'appartient pas, ce que j'écris en barrant la relation d'appartenance, ou bien X n'appartient pas à l'ensemble A. Eh bien, l'ensemble des éléments de E qui vérifient cette propriété, qui n'appartiennent pas à la partie A, définissent donc une nouvelle partie de l'ensemble E qu'on appelle le complémentaire de l'ensemble grand A dans l'ensemble E. Je vais couvrir de hachures, ici, justement, cette partie du contour où doivent se trouver des ensembles, des éléments qui appartiennent à grand E sans appartenir à grand A. Je représenterai cette partie en mettant un trait au-dessus de A, un bar. C'est une notation un peu ambiguë, un bar, parce que c'est par rapport à l'ensemble 1 que nous considérons les éléments X qui n'appartiennent pas à grand A. Une notation correcte, ça serait d'écrire le complément par rapport à grand E de l'ensemble A. Et c'est cet ensemble que je viens de représenter par A bar, qui est tout de même plus facile à écrire. Autrement dit, je viens de donner une définition, un élément X appartiendra à cette partie A bar, c'est-à-dire au complément de A dans 1, si et seulement si, ce que je vais
représenté par cette double implication, si et seulement si X n'appartient pas à grand A, et bien entendu, toutefois, X appartenant à grand E. Il en résulte alors une chose, c'est que j'ai ici X n'appartenant pas à grand A est équivalent logiquement à X appartient au complément de A dans E, à A bar. Et par conséquent, dans mon alternative, ici, les éléments qui n'appartiendraient pas au complément de A seront précisément les éléments qui appartiendraient à A. C'est-à-dire que le complémentaire du complémentaire, c'est la partie de départ. Ce que je peux écrire de la façon suivante, soit en me servant de cette notation, le complémentaire de A bar, c'est-à-dire le complémentaire du complémentaire de A, c'est A lui-même. Ou bien encore, si vous voulez, si je prends le complément du complément, eh bien, je retrouve le sous-ensemble initial. À toute partie A de l'ensemble E, on peut donc faire correspondre, ce que j'indique par cette notation, on peut faire correspondre une seconde partie, disons le complémentaire de A, bien entendu par rapport au référentiel 1, et si je pars de ce complémentaire de A, il lui correspondra la partie initiale. C'est-à-dire, si vous voulez, pour nous résumer, les parties d'un ensemble vont par deux. À chaque fois, on trouve la partie et la partie complémentaire. Est-ce vrai dans tous les cas? Par exemple, si je prends comme partie de 1 l'ensemble E lui-même, quel est le complémentaire de E par rapport à E? C'est-à-dire, quels sont les éléments de E qui n'appartiennent pas, c'est-à-dire les éléments de E qui n'appartiennent pas à E. Il n'y en a pas, c'est-à-dire que le complémentaire de E, c'est l'ensemble vide. Vous vous souvenez qu'on a fait comme convention, justement, celle-ci, que la partie vide est un ensemble qui est une partie de tout ensemble donné. Bien entendu, à l'envers, le complément de l'ensemble vide dans E, et c'est justement là où la notation est ambiguë, parce qu'on ne voit pas par rapport à quel référentiel on ferait le complément ici. Bon, si nous avons en tête l'ensemble E, inversement, le complément de l'ensemble vide dans E, c'est l'ensemble E lui-même. Eh bien, nous n'avons pas pris d'exemple, nous sommes restés entièrement sur le plan de l'abstraction. Il serait peut-être bon maintenant, tout de même, d'être un tout petit peu plus concret. Et je vais prendre comme exemple, on va prendre l'autre tableau pour avoir bien de la place. Nous allons prendre un ensemble fini, composé de 3 éléments, et nous allons regarder comment les parties de cet ensemble vont ainsi 2 par 2. Je prends donc mon ensemble 1, composé des 3 éléments distincts A, B, C. Vous vous souvenez que dans la dernière leçon, on avait écrit la liste complète de toutes les parties de cet ensemble. Bon, on peut d'abord partir de l'ensemble E lui-même, puis ensuite enlever un élément pour ne conserver donc que 2 éléments, ça nous fait ces 3 parties, puis ensuite enlever encore un élément, voici, ici A et ici B, et enfin ne conserver aucun élément, c'est-à-dire l'ensemble vide. Nous avons ici donc un ensemble, et je pourrais mettre une grande accolade pour montrer qu'on a affaire à un ensemble, qui est justement l'ensemble des parties de E, dont tous les éléments sont eux-mêmes des ensembles, bien entendu. Eh bien, ces parties vont par 2. Le complémentaire de E, évidemment, c'est l'ensemble vide. Le complémentaire de l'ensemble AB, c'est l'ensemble formé de l'unique élément C. J'ai mis les uns en dessous des autres, ici, des parties qui étaient précisément complémentaires.
On me dira encore que cet exemple n'est pas très concret parce qu'on ne sait pas ce que c'est que petit a, petit b et petit c. Alors, prenons un exemple parfaitement concret. C'était notre premier exemple de la dernière leçon, savoir l'ensemble des auditeurs patients de ce cours. Eh bien, on peut prendre différentes parties dans cet ensemble d'auditeurs. Par exemple, considérer les auditeurs qui sont mineurs, les auditeurs mineurs légalement, c'est-à-dire qui ont moins de 21 ans jusqu'à maintenant. Bon, eh bien, soit grand E, l'ensemble des auditeurs, grand A, la partie des auditeurs constituée par les auditeurs mineurs, la partie complémentaire, que je pourrais désigner par A bar, c'est donc l'ensemble des auditeurs majeurs. Ici, les mineurs, et ici, les auditeurs majeurs. Si je prends, toujours dans mon ensemble E, si je prends la partie B, qui serait l'auditoire féminin, eh bien, le complémentaire de cette partie, B bar, ça sera donc l'auditoire masculin. Prenons un exemple plus mathématique. Prenons, dans l'ensemble des entiers naturels, grand N, prenons l'ensemble des nombres pairs. L'ensemble des entiers naturels, si vous vous souvenez, c'est l'ensemble donc qui contient tous ces nombres qu'on ne peut pas tous écrire, et c'est pourquoi ici on met des petits points. Eh bien, on a déjà considéré une partie de cet ensemble, savoir la partie formée des nombres pairs, c'est-à-dire 0, 2, 4, etc. Disons 2n, c'est-à-dire tous les multiples de 2. Le complémentaire de cet ensemble dans grand N, c'est donc les nombres qui ne figurent pas parmi cette liste des nombres pairs, c'est-à-dire ce sont les nombres impairs. Alors les nombres impairs, c'est-à-dire 1, 3, 5, etc. C'est aussi, disons, 2n plus 1 pour marquer un élément général de cette seconde partie. Eh bien, vous voyez ici que cette partie de l'ensemble grand N qui est infini, cette partie est infinie, et le complémentaire est également infini. Ce n'est pas nécessaire. Posons-nous la question suivante. Quel est précisément, par rapport à cet ensemble grand N, quel est le complémentaire de l'ensemble réduit au nombre 0? Eh bien, c'est donc une partie qui a un seul élément, et évidemment, le complémentaire de 0, ce sont tous les entiers naturels autres que 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc., n, etc. Donc, le complémentaire d'une partie finie est nécessairement infini, mais le complémentaire d'une partie infinie peut être fini ou non. Je vais terminer ces considérations simples sur les parties d'un ensemble en vous faisant remarquer une dernière propriété. Si j'ai deux parties d'un ensemble, grand A et grand B, et que A soit inclus dans B, si je considère les complémentaires, B bar et A bar, il va y avoir également une inclusion, mais dans l'autre sens. Quand on va passer au complémentaire, l'inclusion va se renverser. De même que lorsque l'on change les nombres Z de signe, on trouve un ordre qui se renverse. Je ne ferai pas une démonstration de cette propriété. Vous pourrez la regarder sur un schéma, ou bien vous pouvez en chercher une démonstration abstraite. Je crois que la démonstration, de toute façon, est extrêmement simple, et je me permets de vous la laisser découvrir. Bon, nous allons